Bonjour à vous, je commence cette petite vidéo chez moi, à la campagne, dans le Jura, on ne croirait pas, mais pour vous parler d'une chose qui me tient extrêmement à cœur. Alors c'est pas Jean-Michel que vous voyez là, Jean-Michel Lejar, ni de Montmassin, que j'ai grand plaisir à aménager, mais plutôt de tout ce qu'il y a autour, de toute la diversité qu'il y a autour, que j'ai coordonné. Voilà, que j'ai amélioré et surtout que j'ai laissé faire. Donc là vous voyez une grande diversité malgré la sécheresse, des immenses orties, un cerisier qui a poussé là avec au gré d'un noyau. Voilà, bon ça c'est pas terrible, hein. Au niveau du goût c'est très gras, mais ça montre surtout un sol qui a besoin d'être extrêmement décompacté. Vous voyez du plantain ici, des jeunes pousses d'ortie. Voilà, là des plus grandes. Bref, une immense diversité qui est rendue possible aussi par la présence de pollinisateurs nombreux. Donc je vous fais déambuler. Voilà. Bonjour les taupes. Pour vous dire que lorsqu'on laisse la nature s'exprimer, eh ben elle est magnifique, elle est radieuse, elle est abondante, et que si on débroussaille et si on tond, eh ben on ne peut pas s'en rendre compte. Donc j'ai des parties que j'aménage et surtout j'ai des parties où je ne vais pas. Vous voyez les poules, enfin les différentes volailles ont de quoi, on va dire, faire. Mais cette partie-là, elle est laissée à l'abandon par elle, par moi. Là vous voyez encore des orties. Et pour que ça s'harmonise. Des rosiers que j'avais mis, là, un chèvrefeuille japonais. Ici, un pied de raisin. Je vous montre tout ça pour une raison, c'est que j'ai édité il y a quelques semaines le dernier livre de François Couplan, L'herbier à croquer, pour débutants. Donc ça va être trois tomes. Et là c'est 65 plantes qui sont présentées, 65 plantes sauvages qui poussent près de chez nous, au bord des talus, dans les prairies, dans les sous-bois, même directement chez nous. Et comment les reconnaître, comment les identifier, comment les cuisiner même, puisqu'il y a des recettes à chaque fois. Et c'est l'objectif de ce livre-là. C'est-à-dire qu'à portée de main, à portée de pas, vous avez des plantes sauvages comestibles qui non seulement vous permettent de faire une belle balade, de découvrir en famille, mais de vous alimenter de la meilleure des façons parce que vous n'avez pas plus de densité nutritionnelle ailleurs que dans les plantes sauvages. Avec tous les principes d'astringence, d'amertume, de piquant qui vont stimuler les organes. Et donc des fois on va chercher des compléments alimentaires du bout du monde pour nous procurer des bienfaits qui seront contenus de manière encore plus exceptionnelle à deux pas de chez nous. Donc l'objectif de l'entretien qui va suivre avec François Couplan, c'est de vous faire découvrir cela. On va initier un parcours pédagogique ensemble à travers plusieurs livres et plusieurs vidéos. Celle-ci en est le première, et pour fêter cette première collaboration pendant une semaine jusqu'à la fin de la première semaine de juin. Les frais de port sont offerts sur ce livre, donc c'est pas rien, parce que la poste, vous avez vu que les frais ont changé, donc ça coûte 7,42 €, 7,42 € le frais de port. Donc voilà, Jean-Michel, si ça vous dit de découvrir les plantes sauvages, d'offrir aussi, on va dire d'améliorer et parfaire vos connaissances, eh bien je vous laisse non pas avec Jean-Michel, mais avec François et moi pour un entretien qui vous apprendra beaucoup sur les plantes, comment les appréhender, pourquoi, avec un des plus grands ethnobotanistes francophones. Bon entretien. Bonjour à vous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une interview avec François Couplan. François Couplan, un des auteurs de la maison d'édition Exuvie que j'ai le plaisir de diriger au quotidien, que j'ai créé il y a 3 ans. Désormais, nous avons inauguré une collection nature pour présenter des éléments qui nous mettent en lien avec cette nature. Alors évidemment, on pourrait parler de permaculture, on pourrait parler d'activités en extérieur, mais là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les plantes sauvages comestibles, qui est le fer de lance de François Couplan depuis des dizaines d'années. Alors je ne vais pas
prendre le temps et avoir le plaisir de présenter puisqu'il est avec nous. Donc, je vais le laisser le faire lui-même. François, déjà, bienvenue à toi. Ouais, salut Fabien. Ouais, merci, merci. Oui. Fer de lance, ouais, comme si j'aime bien l'expression. Les plantes sont mon fer de lance. Ouais, c'est vachement cool, ça. Je sens que on va, on va Avec, avoir avec, avec ta petite faucille, tu vas les couper à la pleine lune. Ouais, Et alors non, moi c'est les couper, c'est j'ai mes outils incorporés, hein. Généralement, c'est entre le l'ongle du pouce et le gras de l'index, si je puis dire. ah bah écoute, tu nous détailleras tout ça, mais en Ouais, attendant, ouais, tu ouais, vas te avec plaisir, parce qu'il y a c'est important d'avoir un savoir-faire, quoi, qui s'acquiert facilement, bien sûr. Bah oui, parce que tu es donc formateur, tu fais des stages, tu as fait plus de 100 livres. Ouais, ouais, Dans ouais, certains j'ai cas, une formation sur 3 ans aussi, une école, collège pratique d'ethnobotanique, ouais, ça va ensemble, hein. c'est ça. Et puis tu viens de sortir, réédité chez nous aux éditions Exuvie, L'Herbier à croquer, volume 1. Il y aura 3 volumes. Mais en attendant, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Ah ouais, mais qu'est-ce que je pourrais leur dire? Enfin, je suis un être humain qui est tombé sur Terre à Paris, ma foi, voilà, il y a 72 ans. Ça, c'est ce qu'on m'a dit parce que je m'en souviens pas, mais d'après les calculs. Et bah, depuis que j'étais petit, bien que vivant à Paris, j'ai eu la chance d'avoir une mère alpiniste qui m'emmenait passer des vacances dans la montagne en Savoie et avec qui je ramassais des fraises des bois, des mûres, des machins comme ça. Et puis quand on allait à la campagne, c'était des pissenlits. C'est des trucs complètement normaux, quoi. Sauf que ça m'est resté et que pour les autres, c'était pas normal, quoi. Donc, pendant longtemps, je me suis senti pas très normal, je dois le dire. Là, Alors, maintenant, ça va. c'est intéressant que tu dises ça parce que, en fait, les plantes sauvages comestibles, on dit tiens, c'est bizarre, tu manges des plantes. Par contre, une personne qui mange de la nourriture industrielle qui vient du bout du monde avec des je sais pas quoi, des additifs, des exhausteurs de goût, des émulsifiants, des édulcorants, ça, c'est pas bizarre, mais manger quelque chose qui est près de chez toi, abondant, gratuit, et qui fait partie de l'environnement humain depuis que l'homme utilise ses outils manuels pour se Ouais. nourrir, ben ça, c'est bizarre. Oui, c'est ça, oui, exactement. Ça m'a semblé bizarre pendant très longtemps. Puis finalement, à force de, comment je peux dire, de réfléchir à la question, de décortiquer les problèmes, ouais, j'ai compris, quoi. J'ai compris. C'est humain, c'est humain. C'est une question de statut, hein, c'est une question de statut social. Au Moyen Âge, manger des plantes, c'est devenu quelque chose bon pour les paysans, c'est devenu quelque chose qui n'était pas recommandable pour les gens bien. Et puis, on est quand même dans nos têtes et dans la pratique, dans bien des cas, toujours au Moyen Âge, il faut bien l'avouer, quoi. Voilà. Donc, cette notion de plantes sauvages pour les pauvres, plantes sauvages pour les paysans, plantes sauvages pour les gens qui n'ont pas les moyens. On a réussi à renverser un peu la vapeur quand j'ai travaillé avec Marc Vera dans les années 90. Et depuis, et maintenant, les gens les voient d'une façon différente. Puis il n'y a rien qu'avec mon travail, le fait d'avoir publié 116 bouquins sur la question quand même, ça a fait, et puis pas seulement en France, mais aux États-Unis, où là, il y a encore une bonne grosse dynamique pour revenir vers quelque chose de plus normal, justement, de plus naturel. Ouais, tout ça, ça fait que ça bouge. Mais oui, enfin voilà, tu vois, ça fait 50 ans que je donne des cours. C'est donc, j'ai publié plus de 100 bouquins sur le sujet. Ça reste encore, il y a encore du travail à faire, quoi. Il y a encore du travail à faire, puisque comme tu le disais fort justement, la normalité encore à l'heure actuelle, c'est d'aller voilà, manger des produits qui viennent de tous les coins du monde. Mais encore une fois, il faut le comprendre, c'est normal, c'est humain, quoi. C'est l'histoire du statut social qui nous mène par le bout du nez, le progrès, les mythes que crée notre société néolithique qui a démarré il y a 10 000 ans et puis qui en est là où elle en est aujourd'hui, avec un certain nombre d'avantages, bien évidemment, je ne vais pas cracher dans la soupe, hein, certainement pas, mais avec aussi beaucoup d'inconvénients dont on se rend compte, mais qu'on n'a finalement pas tellement envie de mettre en perspective, il faut l'avouer. Oui, parce qu'il y a donc ce confort-là. Et donc l'inconfort, eh ben, ça serait de se dire, je peux avoir une nourriture abondante près de chez moi, extrêmement riche, dense au niveau nutritionnel, voire qui pourrait avoir des principes actifs, qui pourraient permettre un meilleur fonctionnement organique. Tout ça, comme tu l'as dit, tu le détailles dans toute la littérature que constitue ton œuvre sur plus de 100 ouvrages.
D'ailleurs, quand tu disais qu'il y a un petit peu un paradoxe, on pourrait le voir avec quelque chose qui est extrêmement populaire, c'est le régime crétois. Ça vous parle beaucoup de l'huile d'olive, parfois même du vin, du poisson, mais on oublie que dans le régime crétois, il y a énormément de présence de plantes sauvages et que on a une tendance à les éviter au profit de quelque chose qui soit plus Compréhensible. Compréhensible. C'est une question, les gens ne comprennent pas. L'histoire du régime crétois, c'est un excellent exemple. Je l'ai relevé il y a déjà longtemps, au point d'ailleurs d'écrire un bouquin qui s'appelle Le véritable régime crétois, qui était paru chez Plon à l'époque. Et j'ai passé une dizaine, pas d'années, mais de printemps en tout cas en Crète, à explorer le rapport des Crétois aux plantes, donc ce que les Crétois ramassaient, et enfin comment ils se nourrissaient, ce qui était à la base de leur régime. Et je me suis rendu compte que la Crète, ça l'est un peu moins, mais quand même, ça reste quand même assez fort, une civilisation du légume sauvage, une civilisation de la plante sauvage. Dans un potager crétois, il y a 3 fois rien, mais par contre, du mois de septembre jusqu'au mois de juin suivant, donc quand il y a des pluies, les Crétois sortaient peut-être, mais voilà, et ramassent ce que la nature leur offre, et sans avoir changé de façon de s'alimenter depuis 2000 ans, alors que nous, du fait du féodalisme, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, au Moyen-Âge, une partie de la population qui veut se différencier du reste de la masse et qui le fait par l'habitat, par la langue, par l'habillement et par l'alimentation, eh bien, fait qu'il y a une scission dans l'appréciation dans l'alimentation, hein, c'est animal contre végétal, et dans le végétal, c'est comment dire, cultivé contre sauvage. Voilà. Tandis que les Crétois, ils n'ont pas connu ça, donc ils n'ont pas connu ce clivage, on va dire. Et donc, tout naturellement, tout spontanément, ils ont gardé leur tradition. Ils en sont fiers d'ailleurs, et finalement, ça marche plutôt bien. Mais je veux dire, tu vas en Crète, je veux dire, tu as des restaurants de plantes sauvages, sur les marchés, tu trouves des plantes sauvages sur les étals, tu as des femmes qui viennent de la montagne avec leurs sacs plein de plantes sauvages qu'elles vendent comme ça tous les jours. C'est un truc complètement normal. Voilà. On revient à cette question de normalité dont on parlait tout à l'heure. Pour moi, c'est normal. Pour les Crétois, c'est normal. Pour les Occidentaux qui débarquent là-bas, de toute façon, en général, quand ils vont en Crète, c'est en été, donc il n'y a plus rien, c'est cramé, évidemment. Voilà, mais si on y va au printemps, si on y va en automne, en hiver et tout ça, eh bien, on se rend compte que ouais, les gens, ils mangent pas comme nous. Et pour nous, ça nous paraît plus normal parce qu'on est soumis aux diktats de notre culture occidentalo-hexagonale, en l'occurrence. Voilà. Alors donc, oui, justement, le but avec cet ouvrage et tous les autres, mais bon, on va être un peu. Parlons-en, bien sûr. On va être très centré sur nous et notre travail, c'est de rééquilibrer une autre norme et d'inspirer les personnes qui nous regardent, vous qui nous regardez, à sortir près de chez vous, à aller dans les talus, à aller dans les sous-bois, à aller un petit peu explorer la nature et de mieux la comprendre, de l'appréhender et de la reconnaître, puisque on a mis des grosses photos, je vais me permettre de mettre en gros plan. Ah voilà. oui. Donc c'est un travail, ce sont tes photographies que tu as prises, hop, et voilà, et tu les détailles, et puis surtout, c'est pas de dire, vous allez la reconnaître, vous allez en voir les bienfaits, mais tu proposes des recettes, tu as dit que tu avais bossé avec Marc Vera, tu proposes des recettes, notamment avec ta femme Keiko. Donc là, c'est un assemblage de choses pour dire aux gens, vous avez fait la démarche de sortir de chez vous, d'identifier, de faire un travail de mémoire, de visualisation, mais vous pouvez aussi vous régaler parce que c'est pas uniquement le but d'être en rapport avec son écosystème et de faire une économie de portefeuille, c'est aussi un plaisir des papilles. Est-ce que tu pourrais nous parler de ta démarche globale? Qu'est-ce que tu as voulu mettre dans ce livre qui est, je le rappelle, une réédition d'un de tes livres phares? Ouais, alors, je vais préciser quand même l'histoire de la réédition. C'est qu'en fait, là, on a prévu, en tout cas, de le rééditer en 3 volumes. Hein, que ça, c'est un volume pour le débutant. Après, il y aura un volume pour l'intermédiaire et l'avancé. Donc, c'est pas une réédition simplement, c'est pas du copier-coller, hein, c'est du nouveau. Et puis, depuis que j'ai commencé à publier en 83, on est en combien? 2022, ça va faire 40 ans quand même, hein, ouais. Mine de rien, tu vois. Donc, depuis que j'ai commencé à publier, mes connaissances se sont développées,
la classification des plantes, le point de vue qu'on a sur les végétaux a changé un peu. Les recettes, tu parlais de Marc Vera, je ne prétends pas que les recettes sont dignes de ce restaurateur dans ce petit bouquin, mais en tout cas, elles sont simples. C'est là-dessus que je voudrais insister, c'est que tout ça, c'est simple en fait. Ce que je voudrais montrer avec un petit bouquin, avec ce petit bouquin, je vais l'appeler un petit bouquin, allez, quand même. C'est pas parce que c'est un petit bouquin qui n'a pas moins de valeur que d'autres, au contraire. Mais surtout, ce que je voudrais montrer, c'est que c'est simple, quoi. C'est simple. Il suffit de, alors évidemment, vous soulignez, vous mettez des guillemets et tout, il suffit de sortir de chez soi, de regarder, d'observer, essayez, vous avez tout à portée de chez vous, quoi. Pratiquement partout où vous vivez, même en ville, même si vous habitez à Paris, je veux dire, le bois de Vincennes n'est pas loin, les forêts de Chantilly, de Carnel, de Sénart ou de Rambouillet sont à côté. J'y donne souvent des stages d'ailleurs, parce que, ou quand je suis à Paris, je vais m'y approvisionner, c'est mon garde-manger. Donc, c'est facile, c'est simple. Ok. Maintenant, vous allez me dire, évidemment, c'est simple, mais à condition de connaître les plantes, de reconnaître les plantes. Ouais. Voilà. Alors justement, une des choses qu'on a essayé de faire dans ce petit bouquin, parce qu'on l'a fait ensemble, hein, c'est une œuvre collective, on peut dire. Hein. Voilà, avec la maquettiste, avec Fabien, tout ça. Bon, ça a été de justement donner des éléments pour que on s'y retrouve aussi facilement que possible. Et une des choses qui est importante, c'est de savoir où poussent les plantes. Le milieu, l'environnement des plantes. On pense souvent aux plantes, comment je peux dire, par famille, par exemple, c'est très bien, ça aide vraiment à identifier les plantes, ou par partie utilisée, de la façon dont on peut en faire. Quand on recherche les plantes, ce qui est vraiment important, c'est l'environnement. C'est la toute première des choses. Est-ce que la plante pousse dans les bois? Est-ce qu'elle pousse dans les haies? Est-ce qu'elle pousse au bord d'un chemin? Est-ce qu'elle pousse dans un jardin? À ce moment-là, on l'appellera une mauvaise herbe, en y mettant bien sûr des tas de guillemets. Voilà, est-ce qu'elle pousse au bord de la mer, en montagne, etc. Voilà. En prairie. Voilà, oui. Là, ici, dans ce premier volume, on est surtout plantes. C'est les plantes les plus courantes, les plus faciles à reconnaître, à identifier. Voilà. Et donc, ce qu'on a fait, le truc qu'on a fait, là, tu l'as montré, mais je vais le remontrer. Je vais le remontrer comme ça, là. On voit bien, là? Non, il y a un reflet, hein, quand même. Bon, vas-y, mais je vais te faire zoomer. Tac. Voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des codes couleurs, là. Il y a des codes couleurs. Voilà. Plantain, par exemple, on est dans les lieux remués. Là, ici, on est dans les coteaux secs, par exemple. Et ça, c'est vachement bien. Là, on est dans les haies. Vous voyez? Je ne sais pas si on voit bien la couleur, mais en tout cas, on a mis ces codes couleurs à chaque plante. Là, on est dans les bois, par exemple. Voilà. Oui, c'est ça. On a mis 7 couleurs pour 7 lieux possibles d'identification des plantes. Comme ça permet de déterminer où on est et puis d'avoir l'œil attentif. Voilà. Ça aide beaucoup, ça. Pour les photos, écoute, je les ai sélectionnées. Par exemple, pour les gopones, ça, c'est la plante telle qu'on la ramasse. Voilà. En feuilles, comme ça. Mais par contre, quand elle est développée, quand elle est adulte, on la voit comme ça. C'est une ombellifère, hein, c'est une apiacée, comme les carottes et tout ça. Voilà. Après, il y a des descriptions, bien évidemment, et puis des conseils de cuisine et une recette. Alors pareil, pour les recettes, on s'est amusé un petit peu, on s'est fait plaisir. Là, il y a un pictogramme. Le pictogramme, il y a aussi toute une liste de pictogrammes. Il y en a 8, selon que ce soit des soupes, des hors d'œuvre, des salades, le plat principal, de la sauce, des desserts, des confitures et même des boissons, du coup. Voilà, exactement. Ah, je vais montrer, il y a même une photo de Keiko, là, on parlait de Keiko tout à l'heure. Voilà. Keiko dans les Alpes en train de ramasser du rumex alpin. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le maximum pour rendre concret et utilisable ce domaine dans lequel on a sélectionné. Il y a 65 plantes là-dedans. Hein. 65 plantes qui sont donc parmi les plus communes, les plus abondantes, les plus savoureuses, parce que, voilà, il y a des plantes qui sont super bonnes, mais qui sont rares, on ne va pas les ramasser, on ne va même pas les mentionner peut-être, ou en tout cas pas dans des ouvrages pratiques et destinés à la cueillette. Il y a des plantes qui surabondent de tous les côtés, mais qui ne sont pas bonnes, donc voilà, on ne va pas non plus les mentionner. Il y a des plantes qui seraient bonnes et qui sont
abondantes, etc., mais qui ressemblent peut-être un peu trop à des plantes toxiques. Donc, si jamais on les mentionne, eh bien, on précisera bien qu'il y a un danger, qu'il y a un risque de confusion. Ça, c'est vraiment très important. Vous voyez, souvent, c'est une parenthèse que je fais là. Souvent, dans l'esprit du public, il y a deux solutions, quoi. Deux possibilités. Il y a soit, oh là là, j'ai peur de m'empoisonner et je vais pas y toucher. Soit, oh bah de toute façon, c'est des plantes et puis de toute façon, je peux y aller et j'expérimente. C'est naturel. C'est naturel, donc c'est pas dangereux. Ouais, bon, voilà. Non, la réalité, c'est oui, il y a des plantes toxiques, mais oui, il est facile de les... Enfin, oui, on peut les connaître, et oui, c'est facile à partir du moment où on a les éléments, à partir du moment où on a les clés. Quand on n'a pas d'aide, quand on va sur Internet pour bidouiller, chercher à gauche, à droite des éléments de connaissance, généralement, c'est un peu dur, hein. Internet, c'est vachement bien, mais il y a intérêt à savoir trier sérieusement, hein. Oui, puis il y a aussi l'expérience, comme tu le dis, qui compte. D'ailleurs, il y a une petite anecdote assez marrante dans nos environnements modernes, ou modernisés plutôt. J'avais vu un rapport qui était schématique. C'est en gros, dans notre intérieur, 80% des plantes qu'on a d'intérieur sont toxiques. Et quand on va dans la nature, 20% des plantes sont toxiques. 20%, c'est dans le jardin, hein. 80% des plantes d'appartements d'intérieur sont toxiques. C'est beaucoup des plantes de la famille des Aracées ou des Amaryllidacées, les plantes tropicales, jolies mais dangereuses. 20% des plantes de jardin sont toxiques. On voit souvent des oncolies, des aconites, des digitales, des choses qui sont pas forcément terribles. Dans la nature, dans nos régions, c'est à peu près 4%. Voilà. Ouais. Alors 4% sur 16 000, sur 12 000 en Europe, hein, quand même. 4% sur 12 000. Il y a 12 000 variétés de plantes sauvages répertoriées en Europe. 12 000 espèces différentes. Ouais. 12 000 espèces. Variété, c'est plutôt pour les plantes cultivées. Tu vois, à l'intérieur d'une espèce, il y a des variétés. Donc là, on parle d'espèces différentes. Okay. Voilà. Des groupes de plantes qui sont généralement bien distincts les uns des autres. Alors, petite question à part, mais sur les 12 000, tu en connais combien à peu près? Sur les 12 000, pardon, combien? Tu arrives à en identifier combien, toi, à titre personnel? Alors, je ne sais pas, j'ai pas fait le calcul, mais je sais que dans le Régal végétal, qui est mon encyclopédie des plantes comestibles de l'Europe, qui m'avait été confisquée par un éditeur peu scrupuleux qui ne payait pas ses auteurs, etc. Si vous êtes abonné à ma lettre d'information, vous avez vu passer le truc. On s'est bagarré pendant 10 ans contre lui et on a gagné le procès en appel tout récemment. Donc, il y a un bouquin de cette encyclopédie, elle fait 3 volumes. Régal végétal, cuisine sauvage, belle vénéneuse. Okay, Régal végétal, c'est la carte de visite de toutes les plantes sauvages comestibles que j'ai pu identifier en Europe. Ça fait 1600 espèces. 1600 espèces sur 12 000 quand même. Ouais. Bon, j'en connais un peu plus que les 12 000, mais en tout cas, celle-là, je peux en parler puisque voilà, je les ai répertoriées, expérimentées, tout ce qu'on veut. Voilà. Après, la cuisine sauvage, ben voilà, c'est des recettes. Et puis, les belles vénéneuses, c'est les plantes toxiques parce que ça mérite rapidement, c'est un conseil que je vous donne, là, vous qui nous regardez et écoutez, c'est rapidement d'apprendre à connaître et à reconnaître les plantes toxiques. Parce que les plantes toxiques, il n'y en a pas énormément. Alors, c'est ce que j'allais dire, c'est un conseil qui est vraiment de bon sens, c'est-à-dire plutôt que de dire il faut que je connaisse toutes les plantes comestibles, peut-être c'est de se dire la majorité, l'écrasante majorité sont comestibles. Par contre, il faut s'intéresser à ce qui est toxique. Et donc là, on a moins, c'est de s'intéresser à ce qui est dangereux pour le maîtriser, d'utiliser à bon profit sa mémoire, on va dire. Tout à fait, tout à fait. Alors, d'ailleurs, j'aimerais bien en 4e volume, après les 3 volumes là, faire un petit volume sur les plantes toxiques dans la même, dans le même format, la même série pour servir de complément, quoi, en fait. Et pourquoi pas les plantes médicinales aussi, parce que tout à l'heure, tu as mentionné que les plantes pouvaient avoir des vertus médicinales. Oui, absolument. D'ailleurs, toutes les plantes ont des vertus médicinales, même les plantes alimentaires, même les plantes toxiques ont des vertus médicinales. Voilà. Mais après, faire un petit volume spécifiquement sur les plantes médicinales, facilement utilisables à bon escient, ça serait pas mal. Ça serait pas mal parce que les plantes médicinales, il y en a autant que de plantes. Mais toutes ne sont pas forcément utilisables, comment je peux dire, de façon simple et facile. On peut
pas, voilà, il faut serrer la question. Donc, il faudra qu'on y réfléchisse. Ça. Bah, avec joie, parce que évidemment, moi, ce qui m'intéresse tout ça, c'est ce qui fait que quelque chose devient médicinal, c'est la concentration en principe actif. Et on peut dire ça comme ça, oui. Et donc, tout pourrait être médicinal, ça dépend. On dit souvent c'est la dose qui fait le poison, mais c'est surtout la dose qui fait l'efficacité thérapeutique, entre guillemets. Et c'est vrai que moi, pourquoi c'était fondamental de t'éditer et d'éditer quelque chose sur les plantes sauvages, c'est parce que je suis hygiéniste, donc dans la définition de l'hygiéniste, c'est vivre en symbiose avec la nature. Or, je trouve des fois paradoxal que certains hygiénistes ou naturopathes recommandent des compléments alimentaires venus du bout du monde, recommandent des aliments qui vont devoir être transformés avec des sélections de variétés, et de dire, mais les principes actifs, la pertinence, le rapport à son environnement, à son écosystème, la congruence par rapport à toute la théorie hygiéniste ou naturopathique, elle se retrouve dans les plantes. Aller à la démarche des plantes, c'est se mettre en mouvement, utiliser son intellect, utiliser aussi quelque part son ressenti, avoir des produits extrêmement frais, abondants, et puis aussi être dans on va dire dans une sobriété qui fait qu'on ne va pas dépenser son argent dans les biocopes, à la Vicenne, etc., dans des produits qui peuvent venir de très loin, qui sont très savoureux. Et quand je vois des gens, moi je mange tel fruit qui vient des tropiques, etc., parce qu'il y a tel principe actif, je dis, mais si tu fais 30 mètres chez toi, tu auras la même chose, mais c'est ce que j'appelle moi un peu le syndrome de la bête goji. C'est-à-dire le syndrome, oui, tout à fait, oui. Donc, c'est mon petit nom, je dis, ça coûte 80 € le kilo, ça vient du bout du monde. Alors, on met tout un imaginaire derrière en se disant, en voyant des moines bouddhistes qui vont mettre toute leur transcendance dans la petite baie qui va nous offrir. Mais quand on détaille les principes nutritionnels, les minéraux, les oligo-éléments, les vitamines, on se dit, tu vas pouvoir retrouver la même chose, voire en mieux, dans certaines plantes médicinales, dans certaines petites baies, que tu détailles d'ailleurs dans le livre. Aisément, oui. Et donc, c'est un aspect marketing. Donc là, moi, de part opportunisme aussi, il m'a tenu à cœur d'éditer ce livre. Pourquoi? On nous parle de récession, on nous parle de crise alimentaire, de pénurie, d'inflation. Eh bien, vous avez des problèmes économiques, vous avez des problématiques à dire, mais comment je vais me nourrir de bonne qualité? Eh bien, les plantes sauvages répondent à cela. Et ça va vous mettre en relation avec votre environnement, vous allez être plus attentif, voire même vous allez plus passer la débroussailleuse, la tondeuse à certains endroits, parce que vous dites, c'est mon garde-manger. Et ça, c'est un de mes challenges, tu vois. Ça, c'est un de mes challenges, je dois dire. Arriver à ce que les individus normaux ne passent plus ou beaucoup moins la débroussailleuse. Ça, je serais vachement heureux d'avoir fait ça avant de mourir, tu vois. Ouais. Quand même. C'est toute une réflexion, c'est une réorganisation, parce que c'est vrai qu'on a le modèle des jardins à la française, à l'anglaise, parfaitement entretenu. Là, tu parlais de la forêt de Rambouillet. Rambouillet, il y a aussi des cadres bourgeois, de l'ancienne noblesse également, où c'est très arrangé, c'est très symétrique, c'est très beau, mais ce n'est pas la nature. Et la nature, quand elle reprend, on souvent, moi j'ai je parle souvent avec Damien Descartes, que tu connais peut-être ou pas. Non, un des grands promoteurs de la permaculture et des forêts comestibles. Et il dit, si tu laisses la nature sauvage s'exprimer, ça va devenir des hautes herbes, ensuite des ronces, et naturellement, sans rien que tu fasses, une forêt va pousser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de planter ou quoi que ce soit. Donc, c'est d'organiser des espaces pour qu'au moins la nature puisse reprendre ses droits. Et moi, chez moi, il y a des ronciers, il y a des mûriers naturels. Ça c'est pas difficile. Pour que la nature reprenne ses droits, il suffit, comme on disait tout à l'heure, de ne pas passer la débroussailleuse. Hein. Il lui fiche la paix. Il suffit de rien faire, justement. La nature, c'est pour ça que c'est un petit peu énervant des fois, mais on va peut-être pas faire des procès ici. Mais tu vois, je veux dire, les protecteurs de la nature qui souhaitent la gérer et la laisser dans un état où elle n'évolue pas, c'est pas très naturel. C'est quand même tout à fait antinomique. On a qu'à voir certaines forêts où, avec des coupes très franches, des arbres bien alignés, en fait, c'est pour une exploitation forestière, une gestion. Ou pour préserver les orchidées, ce que je peux comprendre, hein, pourquoi pas. Moi, j'étais en Bretagne, là, il y a une jolie petite prairie pleine d'orchidées. Maintenant, ça faisait 4 ans que j'étais pas allé. Maintenant, elle est pleine d'ajoncs, c'est sûr, il n'y a plus d'orchidées. Donc, c'est pas faux non plus. C'est important. Ça aussi, le fait d'observer les plantes
de passer du temps avec avec les plantes et puis de concevoir la nature comme étant quelque chose de dynamique et de réel, de concret, pas juste un concept, eh bien, ça permet de bien relativiser les choses. Et après, on se positionne selon les cas d'une façon ou d'une autre. On se positionne en laissant faire ou on se positionne en cultivant, en passant la débroussailleuse ou des choses comme ça. Tu vois. Mais effectivement, c'est vrai, tu l'as dit, que quand on a conscience de tout ce qui nous est offert directement par la nature, et finalement, son potager, il réduit vachement. Moi, je cultive pas parce que je bouge dans tous les sens et puis que c'est trop de travail et que je préfère donner des sous à des gens qui aiment ça. Voilà. Mais qu'est-ce que j'achète? J'achète des oignons, j'achète des carottes, j'achète des brocolis, j'achète de l'ail et de l'huile d'olive, quoi. Voilà. Ouais. J'ai pas besoin, si moi, je me sédentarisais quelque part, ce qui est pas près de m'arriver, mais qui m'arrivera peut-être un jour, je ne sais pas, j'aurai un jardin qui sera très minimaliste, tu vois, justement pour avoir ça, pour avoir des bases, pour donner un petit peu plus de saveur, apporter un peu plus de corps à mes plantes sauvages et des choses comme ça. Je n'utiliserai certainement pas de céréales parce que les glucides, c'est pas mon truc, voilà. Et puis que de toute façon, pour moi, ce qui est le plus important dans l'alimentation, parce que je veux dire, glucides, lipides, protéines, dont on en a trop de toute façon. Donc, voilà. Mais ce qui est vraiment important, ce sont les micronutriments. Et ça, les micronutriments, c'est les feuilles. C'est les feuilles de plantes sauvages. C'est pas les baies de goji, comme tu le disais tout à fait justement tout à l'heure, c'est les feuilles. Je veux dire, dans les orties, tu as infiniment plus de nutriments, c'est répertorié et tout, que dans les baies de goji, par exemple. Ça coûte beaucoup moins cher. Évidemment, ça pique. Alors, si tu veux pas des orties, tu prends des égopodes. Les égopodes, c'est à peu près pareil, sauf que ça pique pas. En plus, ça se répand de tous les côtés. Quand on en a dans un coin, quand on sait dans son jardin, on s'arrache les cheveux parce qu'on n'arrive pas. C'est plus facile de s'arracher les cheveux que d'arracher des égopodes. Sinon, on en a dans les forêts et des choses et tout ça. Donc, on arrive assez rapidement quand on sort du concept imposé par notre culture, ce dont on parle depuis tout à l'heure, à savoir qu'il est plus logique de cultiver, d'exploiter, de dépenser de l'énergie personnelle, de mettre du travail, d'utiliser de l'essence, des carburants et des choses comme ça pour soit nettoyer, faire propre. Rien que le langage, quand même. Rien que le langage. Quand tu as des plantes qui poussent toutes seules, ton terrain, il est sale. Après, tu vas le nettoyer. Après, ça va être propre. Bon, c'est quand même... j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi les gens ne prennent pas un peu plus de recul, simplement, par rapport au vocabulaire qui est employé, quoi. Et dès qu'on tombe dans les plantes invasives, par exemple, alors là, c'est carrément un vocabulaire guerrier, il faut les éradiquer, enfin, et tout ça. C'est quand même... tout ça, ça me fait... je m'en rends compte depuis longtemps, hein, mais voilà, je l'exprime là. Ça me fait vraiment prendre conscience qu'en fait, on vit dans une culture de la haine. On vit dans une culture de la haine de l'autre, et en particulier du végétal, de celui qui n'est pas comme nous et qui vient du vivant. Du vivant qu'on peut domestiquer, voire... Oui, parce qu'effectivement, les bestioles, ça rentre de tout ce qui n'est pas nous, un petit peu. Alors, justement, attends, laisse-moi dire ça parce que c'est important. Mon challenge, tu vois, à travers je redis petit bouquin, hein, c'est pas diminutif du tout, mais l'un de mes challenges et celui de fond, c'est d'arriver à faire en sorte que les uns et les autres soient capables de voir les plantes qui poussent toutes seules, leur environnement, on va dire, avec amour plutôt qu'avec haine. Tu vois, quand le jardinier, tu sais, tu parlais de permaculture, ok, bon, les permaculteurs, ils arrachent leurs plantes parce qu'ils ne les connaissent pas. Pas toutes, évidemment. Pas tous, je veux dire, pardon. Mais globalement, c'est ça. Voilà. Alors, ensuite, une des choses qui se passe, et c'est notre cheval de bataille, hein, on est d'accord, ça va être, je vais m'intéresser aux plantes qui poussent parce que là-dedans, je vais trouver des plantes que je peux utiliser pour me nourrir, ou bien des plantes que je vais utiliser pour me soigner, ou simplement je les trouve belles. Ok, très bien, d'accord. Deuxième étape, on va dire. Hein. Voilà. Mais la troisième étape, l'étape qui me paraît vraiment importante, et ça, il faudra bien écrire là-dessus un de ces jours, c'est être capable de laisser dans son jardin la mauvaise herbe qui vient, qui nous gêne, qui nous embête, qui est moche, qui sert à rien, qui est peut-être même toxique, tu vois,
Et juste d'être capable de la laisser parce qu'elle est là. À partir du moment où une personne est capable de faire ça, je peux te dire qu'elle vit beaucoup plus sereinement et qu'autour d'elle, elle fait en sorte que les choses aillent nettement mieux qu'à l'heure actuelle. On a beaucoup de travail à faire et je suis content qu'on le fasse ensemble en tout cas. Oui, ben moi c'est évidemment un de mes cheval de bataille, d'essayer le vivant s'agencer sans notre mainmise et puis voir un merveilleux spectacle se dérouler devant nous parce qu'on voit tout s'harmonise. Les insectes reviennent, d'autres rongeurs reviennent, d'autres oiseaux reviennent aussi, du coup, puisqu'il y a des rongeurs, et donc toute la vie refoisonne à des endroits où, par une tentative de maîtrise intellectuelle, eh ben, on a sélectionné et donc indirectement et involontairement éradiqué. J'aimerais revenir sur quelque chose que tu as dit qui est fondamental, c'est cette obsession du macronutriment. C'est vrai qu'on a toujours là tant de lipides, tant de glucides, tant de protides, mais on oublie les micronutriments. Mais c'est normal, on est dans une société de la consommation, du surplus, de l'abondance, et il faut du gros, du macro. Je vais me permettre de faire comment dire, d'apporter une précision. On est dans une société, oui, mais il ne faut pas oublier que c'est une stratégie de survie de notre striatum. Le striatum qui nous mène, donc le circuit de récompense, nous fait jouir plus exactement quand on se gave. Quand on se reproduit, quand on prend du pouvoir sur les autres, quand on a accès à de la formation, etc., différentes choses comme ça. Mais l'une des premières choses, il faut bien en être conscient, c'est on est fait pour se gaver. On est fait pour manger le plus possible parce que la situation normale de l'être humain, c'est il y a des moments il y a beaucoup, à des moments il n'y a pas. Voilà. Et là maintenant, la différence, c'est surtout qu'on est dans une société d'abondance. Donc il y a tout le temps. Donc on se gave tout le temps. Et se gaver, oui, c'est effectivement, tu l'as dit, c'est les macronutriments. Hein. C'est les macronutriments. Et en plus, les macronutriments sucrés, si ça se trouve, c'est pas plus mal. Ah, c'est surtout les glucides qu'on a là-dedans, évidemment. Alors par contre, nous, évidemment, quand on s'intéresse à la santé, on va observer que ce sont plutôt les micronutriments. Et c'est intéressant parce que tu as parlé de culture par rapport à ça. Et c'est vrai que des traditions comme la médecine ayurvédique ou la médecine traditionnelle chinoise qui sont multimillénaires, ne parle pas de ça, ne parle pas des macronutriments. Par contre, elle parle de l'abondance des feuilles vertes, comme tu l'as dit. Green leaves, comme c'est dans tous les textes. Et en fait, on se rend compte que c'est bourré d'acides aminés, donc de protéines, mais scindées en petits éléments, que c'est peu riche en glucides. Et on a dit, tu l'as laissé entendre, et je te rejoins là-dessus, que des glucides, il y en a trop et ça dérègle notre métabolisme. Que c'est hyper abondant en minéraux, en oligo-éléments, et puis surtout que ça contient de la chlorophylle, et la chlorophylle, c'est extrêmement similaire à notre sang au niveau de la composition, et que c'est une des composantes essentielles. Oui, tu voulais préciser, François? Non, l'hème, je disais l'hème, enfin, je veux dire un noyau de fer au lieu d'un noyau de magnésium. C'est ça, c'est 99,5% similaire. C'est extrêmement disponible. Et donc ça, évidemment, des fois on est là, mais est-ce que je dois prendre de la spiruline, est-ce que je dois prendre de la chlorella, de l'algue clamate, ou telle chose, tel truc qui est très coûteuse, très dur à se procurer dans des bonnes qualités, vous l'avez vers chez vous. Vraiment, c'est la possibilité d'y aller vers chez vous, et c'est un des grands messages qu'on veut faire passer avec François, c'est que la santé, ça s'apprend, et deux, que c'est aussi pour toutes les bourses, possiblement, et pas que la bourse à Pasteur. Un petit jeu de mots, ça te fait plaisir. Et voilà. Ouais, facile, mais on se fait plaisir. Et puis, du coup, vous avez la possibilité. Et nous, le but avec ce livre-là, comme tu l'as dit, nous, ce qu'on veut, c'est sortir 3 volumes. Et en fait, de prendre le lecteur, et vous qui êtes intéressé par la main, et de vous initier en tant que débutant, ensuite en tant qu'intermédiaire, vous avancez, que vous fassiez une culture sur les plantes sauvages, mais une culture sur votre environnement, et que vous preniez votre assiette en main, et que vous puissiez en faire bénéficier vos proches, votre famille. Et c'est l'occasion d'une sortie, on reconnaît, on cueille, on goûte, on teste des recettes, et en fait, tout cela, c'est que du plaisir, le plaisir d'être en lien avec la nature, le plaisir de déguster ensemble, et le plaisir de s'occuper de sa santé de la meilleure des façons possible, et de développer un patrimoine familial. Comme tu le dis, toi, tu as été initié par ta maman. Eh bien, c'est une occasion aussi. Moi, je pense que les choses qui sont sacrées requièrent de l'initiation. Et donc, d'où le fait que j'ai choisi ce métier d'éditeur là pour participer à initier modestement, humblement
mais avec le plus de puissance possible, pour amener de l'information qui ne se perde pas. Parce qu'on se rend compte que, par exemple, dans nos campagnes, beaucoup de personnes ont de connaissances, ou plutôt avaient des connaissances dans les plantes sauvages. Moi, c'est le cas dans ma famille. Ah Et oui. j'étais très surpris quand on m'a dit « Ah, mais ce que tu fais là, un tel le faisait, il connaît tout. » Mais j'ai dit « Pourquoi on ne me l'a pas dit ?» Mais il en a honte, parce que c'est les Ah pauvres oui, qui... c'est ça, c'est le truc de Et donc pauvre. là, j'étais en sidération, mais je dis « Mais moi, je dépense du temps, de l'énergie, je vais faire des stages coûteux, je me déplace partout en France pour apprendre quelque chose qu'on aurait pu me transmettre petit, à m'apporter et gratuitement. » Et là, tu dis « On est dans un monde qui marche sur la tête. » Parce qu'on on est bourré de biais, on est bourré de complexes, on est bourré de prismes de lecture socioculturels. Et donc là, c'est plus de l'ordre de la psychologie. D'ailleurs, j'en profite pour dire que toi, tu as édité des livres qui sont plus proches de la philosophie que du guide pratique. Parce qu'en fait, on est des personnes complexes. Et se réapproprier son environnement, aller à la rencontre des plantes sauvages, c'est quelque part toucher toutes ces strates multiples qui nous constituent et participer à un rééquilibrage culturel ou au moins familial. Enfin, en tout cas, de briser quelque chose qui a été dévoyé au niveau générationnel. François, si tu devais... Ouais, dévoyé au niveau générationnel. Oui, oui, c'est vrai, oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je voulais juste redire quelque chose là. Quand tu as parlé d'économie, je voulais donner un exemple concret, parce que, bon, voilà, c'est bien de donner des exemples concrets, je crois. Tu sais, pendant le confinement en 2020, moi et Keiko et moi, tous les deux, on s'est auto-confinés en Suisse dans notre maison. Et pendant 2 mois, eh bien, on s'est nourri, alors que, avec des guillemets quand même, je vais préciser, des plantes qu'on allait ramasser dans notre jardin sauvage, hein, donc des plantes sauvages qui poussaient toutes seules, des égopodes, des plantains, des trucs très classiques mais abondants. Enfin, il y avait des tas de petites choses, puis ça variait, même sur 2 mois, ça variait. Bref. Et on a comment dire, réalisé une 60aine de recettes qu'on a mis sur Internet et tout ce genre de choses. Voilà, donc on s'est bien amusé. Et ça nous a coûté, on a fait le calcul, en moyenne, 5 € par jour, à 2, quoi. Ouais. Donc voilà, acheter des oignons, un peu d'huile d'olive, des carottes, un petit peu de fromage pour mettre là-dedans, et puis de temps en temps un peu des extras pour faire des trucs différents. Mais globalement, c'est ça. Moi, globalement, je me nourris pour vraiment pas grand-chose, et ça donne la pêche, quoi. Je veux dire, c'est vraiment bien. Je pense que c'est une bonne idée aussi de parler, comme tu l'as fait, de l'aspect économique des choses, et puis voilà, transmettre, oui, bien sûr, mais aussi je veux pas faire de catastrophisme, de collapsologie, de survivalisme et de choses comme ça, mais il n'empêche que ça pourrait quand même rendre vachement service un de ces jours où on risque d'avoir de véritables difficultés d'approvisionnement, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. On l'a jamais connu encore, ça, vraiment. Ouais. Mais le jour où ça arrivera, ça pourra, oui, comme je l'ai dit, rendre vachement service. Il faut, voilà, j'ai pas d'angoisse, hein, pas d'angoisse à avoir. Surtout que plus on approche les plantes et plus on se rassérène, et ça c'est bien quand même de vivre dans la sérénité, de prendre du recul par rapport à tout ce qui nous arrive. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a beaucoup de choses. Merci François pour cette présentation. On aura l'occasion de refaire d'autres vidéos ensemble, thématiques ou plus généralistes, voire même un petit peu plus philosophiques. Moi, ça m'intéresserait d'échanger avec toi là-dessus, parce que évidemment, bien. Ethnobotaniste, il y a aussi une définition où on observe l'environnement, pas celui des plantes, mais celui des humains, et on peut pas séparer le vivant. Pour moi, c'est pas possible. Donc forcément, ça passe par une étude du comportement de nos congénères. Et moi, c'est quelque chose qui me passionne aussi, d'où le fait que sur Exuvie, on a aussi une collection société. Je rappelle donc le livre est disponible sur exuvie.fr, donc l'herbier à croquer. Exuvie.fr, vous le trouverez, vous avez des exemples de pages à lire, vous avez le sommaire, tous les pictos qu'on a présentés, donc 65 plantes qui sont détaillées, une longue préface de François, et puis des photos, des illustrations, des détails et des recettes. Un livre à posséder, pour moi, c'est un indispensable, et c'est pas simplement parce qu'on l'édite, parce que c'est simplement du bon sens, et puis aussi c'est un livre sympa à offrir pour initier ses proches. François, est-ce que tu veux laisser un petit mot de la fin?
Oh bah, j'aimerais bien moi aussi dire un petit mot sur les stages, les formations que j'organise et qu'on voit sur mon site www.couplan.com parce que c'est un complément. Les livres, c'est indispensable. C'est bien pour ça que je le fais. Aller sur le terrain, ben voilà, ça permet d'aller plus vite et ça permet de s'en rendre compte. Alors que ce soit avec moi, que ce soit avec d'autres personnes, mais faites du terrain, quoi. Faites du terrain au maximum. Et c'est bien aussi de faire les choses d'une façon rigoureuse. J'ai essayé de présenter les choses de façon rigoureuse dans ce livre. Voilà, quand on veut aborder les plantes, c'est vraiment important de le faire en connaissance de cause, en sachant, en apprenant à identifier les plantes de façon claire, de pas laisser les choses au hasard, quoi. Voilà. Apprendre les familles de plantes, par exemple, comment on va les identifier, comment on va trouver des raccourcis pour nous guider dans ce monde qui est quand même extrêmement vaste. Ça marche bien, voilà. Donc, si vous avez des questions ou si vous voulez prendre contact avec moi, c'est toujours avec plaisir. J'aime beaucoup les plantes, j'aime beaucoup les gens aussi. C'est l'ethnobotanique, ça. Eh bien, merci pour tout cela. François, on se dit rendez-vous à très bientôt. Puis vous qui nous regardez, à très vite pour de nouveaux contenus. Prenez soin de vous. Ouais, salut à tous, salut Fabien.